Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. Nous ouvrons cette édition avec les réformes militaires chinoises qui visent à moderniser l'armée populaire de libération. Les pouvoirs et fonctions des 4 sièges militaires d'origine sont maintenant répartis en 15 nouvelles agences dépendantes de la Commission centrale militaire. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que cette réorganisation est le résultat remarquable des réformes militaires chinoises. La Chine a réorganisé ses 4 sièges militaires, à savoir celui du personnel, des politiques, de la logistique et celui de l'armement. Ils sont aujourd'hui divisés en 15 agences supervisées par la Commission centrale militaire. Le dirigeant chinois a qualifié ce remaniement de percée et d'étape cruciale avant l'accession à une armée plus forte. Il a encouragé les responsables militaires à suivre le pouvoir absolu du Parti communiste chinois sur les forces armées. Il a insisté sur le fait que les responsables doivent adhérer à l'esprit du parti, se soumettre à la politique disciplinaire, tout en étant, je cite, politiquement intelligents, en faisant preuve de confiance politique et de position politique adaptée. Il a ajouté que les responsables militaires doivent accentuer leur vigilance politique et améliorer leur discernement du bien et du mal vis-à-vis des questions politiques. Par ailleurs, Xi Jinping a exhorté les organes de la Commission centrale militaire à mettre l'accent sur les guerres gagnées et à renforcer la préparation à la guerre en tout temps. Le dirigeant chinois les a orientés pour qu'ils s'adaptent au changement du système de commandement conjoint. Xi Jinping a demandé aux responsables des organes d'imposer une stricte discipline tout en montrant l'exemple à l'ensemble des soldats et de préciser que les responsables des organes de la Commission centrale militaire doivent adopter une position ferme contre la corruption et retenir les leçons des cas de corruption de Guo Boxiong et Xu Xiaohou, respectivement ex- et vice-présidents de la Commission centrale militaire. La réorganisation du quartier général des forces armées fait partie des réformes que l'armée chinoise entreprend. Au début du mois, la Commission militaire centrale a rendu publique une déclaration importante révélant les orientations de ce processus et a souligné sa détermination à réaliser ces réformes. Le message central est le renforcement du leadership de l'armée qui va abandonner son système de gestion basé sur le territoire en place depuis quelques décennies à un commandement conjoint qui permettra d'améliorer les capacités globales de l'armée. Les directives pour les plans de réforme militaire de la Chine ont été annoncées en novembre alors que le président chinois Xi Jinping a juré une percée dans les réformes d'ici 2020. La Chine a décidé de réduire de 300 000 hommes son contingent militaire et conservera quelques 2 millions de militaires. La Chine veut aussi construire un système militaire moderne qui peut potentiellement gagner une guerre basée sur l'information. L'attention est portée également sur la lutte anticorruption. La réunion de 3 jours de la Commission centrale pour l'inspection de la discipline, ou CCID, débute aujourd'hui. Le président chinois Xi Jinping avait déjà souligné qu'en vertu de la loi, nul ne peut compter sur une protection extrajudiciaire. En vertu de ces directives, l'organe de surveillance du pays a évincé des responsables corrompus à tous les niveaux, allant des mouches aux tigres, et ce depuis que l'actuelle direction du pays est entrée en fonction en 2012 et déclaré une lutte sans merci à la corruption. La commission centrale de l'inspection de la discipline a été des plus occupées en 2015. Selon la CCID, des enquêtes ont été conduites sur 37 responsables gouvernementaux en 2015. Parmi eux, 10 venaient du gouvernement central et 9 d'entreprises d'État administrées par le gouvernement, originaires de 31 provinces, municipalités et régions. Aux côtés de l'accroissement de la surveillance disciplinaire, le renforcement progressif de la supervision et de l'opinion publique, les effets de dissuasion se sont fait sentir. Désormais, certaines personnes qui sont au courant d'actes contraires à la discipline en font un rapport auprès des organes disciplinaires. Et ce phénomène croît. L'atmosphère sociale anticorruption prend forme. L'organe de surveillance a été très occupé à débusquer les officiels corrompus qui se cachaient à l'étranger. La Chine a pu aboutir à des dizaines de traités d'extradition avec d'autres pays. Plus de 850 fugitifs suspectés de crimes économiques ont été extradés de plus de 70 pays à la suite d'opérations transactionnelles permettant à la police de récupérer 1,2 milliard de yuan.
Et cela concerne près de 200 membres du parti et du gouvernement. La CCID a élargi la coopération avec les départements anticorruption de près de 90 pays et régions. Et tous sont certains que l'étranger ne sera plus un havre de paix pour les officiels corrompus. La conférence de paix de l'Union au Myanmar a commencé entre les différents dirigeants de groupes ethniques armés, les négociateurs du gouvernement et les représentants du plus puissant groupe militaire du pays, à Naypyidaw. Le président du Myanmar, U Thein Sein, et la chef de la Ligue nationale pour la démocratie, Aung San Suu Kyi, ont prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture mardi. La tenue de la conférence de paix de l'Union est un signe que la transition politique progresse d'une façon systématique et stable. En cette période, conformément au mandat, il est juste que le peuple sache ce que nous faisons. Nous sommes prêts à prendre la responsabilité de construire une paix définitive dans ce pays. J'espère que tout le monde nous aidera. La conférence se tiendra jusqu'à la fin de la semaine pour discuter d'un cessez-le-feu qui mettra fin aux insurgences qui détruisent le pays depuis des décennies. U Thein Sein a déclaré que la conférence de paix faisait également partie de la procédure de transfert du pouvoir suite aux élections générales de novembre 2015. Les 5 principaux sujets de discussion lors de cette conférence étaient la politique, la sécurité, les questions économiques et sociales et les questions liées à la terre et aux ressources naturelles. Avant la conférence de paix, le gouvernement s'est entretenu avec 15 groupes ethniques armés et a signé l'accord national de cessez-le-feu avec 8 d'entre eux. Et nous enchaînons avec le processus de paix en Afghanistan. Le ministère afghan des Affaires étrangères fait savoir que la deuxième série de pourparlers de paix à 4 aura lieu le 18 janvier à Kaboul. La commission de coordination dont fait partie l'Afghanistan, le Pakistan, les États-Unis et la Chine devrait discuter d'une feuille de route permettant la progression du processus de paix et de réconciliation en Afghanistan. Lundi, de hauts responsables de cette même commission s'étaient réunis pour une première série de pourparlers dans la capitale pakistanaise, Islamabad. Ils avaient comme ambition de préparer le terrain aux négociations de paix. Ils souhaitaient alors persuader les talibans de participer à la rencontre et les convaincre de renoncer à la violence. Médecins sans frontières a suspendu une opération de sauvetage de migrants venant d'Afrique en mer Méditerranée. L'organisation déclare avoir sauvé quelques 20 000 personnes au cours des derniers mois. Mais la mer est bien trop dangereuse en hiver pour poursuivre les opérations. Le périple est de plus en plus risqué alors que l'hiver s'intensifie. Médecins sans frontières a mené des opérations cruciales de recherche et de sauvetage pour éviter la noyade à de nombreuses personnes quand leur embarcation de fortune a chaviré. Mais en raison du déchaînement des mers, ils ont dû interrompre leur mission sur le trajet Libye-Italie qui a été celui emprunté par les migrants africains pour atteindre les côtes de l'Union européenne. Nous avons vu trop de gens mourir en tentant de franchir la Méditerranée depuis la Libye, pour tenter en général de gagner l'Europe. Alors nous avons décidé de faire quelque chose de plutôt inhabituel pour MSF, d'entamer des opérations de recherche et de sauvetage. Désormais, nous sommes arrivés en fin d'année avec cette période hivernale et ces conditions météo, vous avez moins de gens qui effectuent la traversée. L'opération a débuté en mai 2015 et permis de sauver près de 20 000 personnes. De nombreux réfugiés et migrants empruntent désormais une route plus sûre des côtes turques vers les îles grecques, où le franchissement n'est que de quelques kilomètres. MSF insiste que fournir des canaux légaux de migration vers l'Europe est la seule manière d'éviter toutes ces vies perdues en mer. L'agence frontalière européenne Frontex est désormais la seule responsable pour la coordination des opérations de sauvetage en Méditerranée, grâce au recours aux capacités navales des États membres de l'Union européenne. Un travail salué par les organisations d'aide qui indiquent que le support financier doit se poursuivre. Il est vital que ces ressources ne décroissent pas et aussi qu'une solution sur le long terme soit trouvée en se posant les bonnes questions. Nous devons établir une procédure améliorée dans la gestion de ceux qui arrivent, de même qu'en établissant leur vulnérabilité s'il s'agit de femmes ou d'enfants. Ceux qui sont confrontés à la violence, autant d'éléments devant être mis en place. Il ne faut pas oublier les inquiétudes sécuritaires croissantes. Plus de 3 700 personnes sont mortes en tentant de franchir la mer vers l'Europe en 2015. Et quand l'hiver touchera à sa fin, le flux de personnes devrait croître de nouveau et la pression sera sur les gouvernements européens afin de garantir que moins de personnes se noient dans les eaux en 2016.
Et on passe à la seconde partie de cette édition, c'est le volet monde de l'économie présenté par Jonathan Messina. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le plus important planificateur économique de la Chine, à savoir la Commission nationale pour le développement et la réforme, a publié les données économiques de 2015. Le porte-parole de la CNDR, Li Pumin, a déclaré que la croissance du PIB des 3 premiers trimestres de l'année a atteint 6,9%. Dans l'ensemble, la croissance totale de l'année a atteint 7%. 24 indices de base de développement social et économique ont atteint leurs objectifs. Les indices de l'environnement et de la sécurité sociale ont surpassé leurs attentes. Une esquisse du 13e plan quinquennal de développement national économique et social de 2016 à 2020 a été créée par la Commission nationale du développement et de la réforme. Elle mettra en relief les nouveaux concepts d'innovation, de coordination, d'écologie, d'ouverture et de partage, de réforme structurelle et de réforme de la société. La croissance économique de 2015 a été stable et l'objectif de croissance a été atteint comme prévu. Le développement sera la principale priorité de 2016 grâce aux réformes structurelles, en particulier celles de l'offre et de la demande, et ce en encourageant l'innovation publique, l'entrepreneuriat de masse et d'autres politiques pour consolider les secteurs de faible croissance et cultiver un nouvel avantage compétitif. Les marchés financiers ont démarré l'année avec quelques ratés. Les bourses des pays émergents comme des pays développés sont dans le rouge. Les analystes expliquent que les bourses chinoises ne sont pas non plus immunisées contre les tendances baissières et que les investisseurs doivent ajuster leurs attentes. Les marchés financiers mondiaux ont tremblé en ce début d'année. La première semaine 2016 a été un bain de sang dans le monde entier. Aux États-Unis, le Dow Jones et le S&P 500 ont reculé de 6%, tandis que le Nasdaq a perdu 7%. De l'autre côté de l'Atlantique, l'indice européen FTSE 300 a baissé de 7%. Et la région Asie-Pacifique ne s'en est pas mieux tirée. Le Nikkei a reculé de 7% et les indices australiens et sud-coréens ont terminé leur première semaine dans le rouge. Et en Chine, c'est encore pire. Le nouveau système de coupe-circuit a été activé à 2 reprises avant d'être suspendu par les autorités. 4 sessions seulement après son lancement. La deuxième semaine de cotation de l'année n'a pas mieux débuté. L'indice composite de Shanghai ayant perdu lundi plus de 5% pour s'établir juste au-dessus des 3000 points. Les économistes attribuent cette dégringolade à plusieurs facteurs, tels que les déstockages et les inquiétudes autour du taux de change de la devise chinoise. Les marchés boursiers vont rester volatiles pour le moment car les sentiments des marchés ne se sont pas améliorés à l'échelle mondiale. De plus, les prix des matières premières ont fortement décliné. L'économie chinoise continue de ralentir et la réforme de l'offre est toujours théorique. Le marché ne voit de performances qualitatives de la part des sociétés cotées qui puissent soutenir les valorisations. Les experts incitent les investisseurs à la prudence et à bien intégrer la tendance à long terme. De manière générale, nous sommes positifs sur plusieurs secteurs émergents tels que les services, la consommation et le tourisme. Nous sommes également positifs sur le système de sécurité sociale tel que le secteur de l'éducation et médical. Et voici les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en hausse mardi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3164,07 points, en hausse de 0,2%, et l'indice des actions B a clôturé à 359,38 points, en hausse de 0,88%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 1940,03 points, soit une hausse de 0,39%. L'indice des actions B a clôturé à 1186,91 points, en hausse de 0,55%. La bourse de Tokyo a fini en net recul mardi, déstabilisée par la chute des cours du pétrole, dont la baisse frôle les 20% depuis le 1er janvier. L'indice Nikkei a perdu 479 points, soit 2,71%. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux.
Le géant chinois Wanda a fusionné mardi avec le studio hollywoodien Legendary, la plus grande acquisition pour un groupe chinois à l'étranger à ce jour. Le groupe chinois Wanda, dirigé par l'homme le plus riche de Chine, Wang Jianlin, semble invincible. Wanda a racheté les studios Legendary pour 3,5 milliards de dollars, soit 23 milliards de yuan, cash. À la cérémonie de signature à Beijing, le président de Wanda, Wang Jianlin, a déclaré que les acquisitions n'allaient pas s'arrêter là. Legendary Entertainment possède un grand nombre de droits de propriété intellectuelle. La compagnie a produit de nombreux blockbusters et elle mérite bien son nom. La valeur de l'acquisition ne se borne pas à l'industrie du cinéma, comme beaucoup le pensent. Legendary a produit certains des plus grands blockbusters de l'histoire, comme la trilogie Batman, Inception, Very Bad Trip ou encore Jurassic World et Godzilla. Ces productions ont rapporté 12 milliards de dollars dans le monde entier. Et la sortie de Warcraft et la Grande Muraille, le plus gros film à être entièrement tourné en Chine, s'apprête à sortir sur les écrans. Legendary a toujours voulu connecter les amis dans le monde entier, écrire des histoires qui capturent l'imagination, permettant à des publics du monde entier d'aller s'échapper dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, Legendary est aussi l'une des entreprises qui fait du cinéma, de la télévision, des groupes numériques, de la publication, et tout cela va être fortifié par le partenariat que nous avons scellé avec Wanda. Le groupe Wanda veut se diversifier et compte bien se prémunir contre le ralentissement de l'économie chinoise dans le secteur de l'immobilier en déplaçant ses activités vers le sport et les loisirs. L'accord donne au géant chinois qui possède Wanda Cinema Line, la chaîne de multiplex AMC, ainsi qu'un vaste empire immobilier, un autre grand ensemble au cœur de l'histoire industrielle des États-Unis. La différence entre les industries cinématographiques américaines et chinoises est encore gigantesque. Mais le plus important est que nous produisons des films basés sur la culture chinoise. Près de 60% des films chinois sur le marché sont des productions locales et c'est la tendance en Chine. Au début du mois, le groupe Wanda a dévoilé ses intentions de se lancer dans le secteur de la santé, disant vouloir investir 2,3 milliards de dollars dans 3 hôpitaux en Chine. Dimanche, le groupe a annoncé ses résultats annuels, totalisant 634 milliards de yuan d'avoirs en 2015, en hausse de plus de 20% depuis 2014. Les revenus de l'entreprise étaient de 290,16 milliards de yuan, en augmentation de 19,1% par rapport à l'année précédente. En Chine, la forte pollution de l'air fait que l'on parle de plus en plus des véhicules électriques. Selon le ministère chinois des Transports, les gaz d'échappement génèrent 31% de la pollution de l'air. C'est pourquoi le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait récompenser les villes qui atteindraient les objectifs de vente de véhicules électriques. Zhu Yujie a acheté sa seconde voiture en octobre dernier. Il s'agit d'un véhicule hybride du constructeur chinois BYD. La voiture peut rouler 80 km sans essence. Chaque jour de la semaine, Zhu Yujie fait 20 km pour aller travailler, mais sa voiture a rechargé dans un parking souterrain et la récupère après le travail pour rentrer chez lui. J'ai acheté cette voiture à cause des aides du gouvernement local, qui inclut une subvention conséquente et une plaque gratuite. Le prix de la voiture est passé de 280 000 à 218 000 yuan grâce aux aides. En plus des subventions et des exemptions de taxes, le gouvernement central a également abaissé le seuil technique de construction des véhicules verts et libéralisé les canaux financiers des constructeurs. Pour le PDG de Danzai, une co-entreprise de BYD et Daimler, ces mesures sont plus que positives. L'expansion du marché des voitures électriques en Chine a aidé à améliorer les techniques de fabrication des principaux composants ainsi que du véhicule dans son ensemble. De nombreux constructeurs automobiles ont lancé des véhicules dotés d'une large autonomie. Ceci signifie que les technologies de stockage se sont améliorées et le gouvernement encourage la montée en gamme de tout le secteur. Je pense que d'ici 3 à 5 ans, la totalité des véhicules électriques auront des performances équivalentes aux voitures à essence en termes de kilométrage, sécurité et fiabilité.
En attendant, l'autonomie reste le principal souci des détenteurs et acheteurs potentiels des véhicules électriques en Chine. Le marché est tiré par les aides publiques. Il est donc relativement faible et il est difficile d'installer des stations de chargement, en particulier dans les villes très peuplées telles que Beijing, Shanghai et Guangzhou. L'autre difficulté est la technologie de stockage. La capacité à réduire les coûts n'est pas élevée. Il est difficile d'obtenir des réductions de coûts équivalents aux véhicules à essence. Donc, à l'avenir, le gouvernement va devoir réfléchir à la manière de garantir un niveau de demande minimum au fur et à mesure de la réduction des subventions. La Chine prévoit d'avoir 5 millions de véhicules propres sur ses routes d'ici 2020 dans le cadre des objectifs environnementaux du 13e plan quinquennal. Ceci en ayant une diminution des subventions de l'ordre de 40% sur la même période. Des objectifs ambitieux, mais nécessaires si la Chine veut tenir ses engagements en matière d'environnement. Les Nations Unies et le gouvernement chinois ont lancé le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement en Chine de 2016 à 2020. Le nouveau cadre couvre une période de 5 ans et est en alignement avec le 13e plan quinquennal de la Chine. Il couvre aussi les premières années de l'agenda du développement durable adopté lors de la 70e session de l'Assemblée générale en 2015. Le nouveau plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement offre une orientation et une stratégie claire au système de l'ONU en Chine. Et cela dans le but de soutenir la Chine dans des domaines prioritaires tels que la réduction de la pauvreté, le développement équitable, la promotion d'un environnement durable et l'engagement renforcé sur la scène internationale. Les programmes des Nations Unies pour l'aide au développement ont débuté en 1995 et depuis, la Chine a réalisé d'énormes progrès en matière d'amélioration du niveau de vie. Le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté a diminué de 440 millions en Chine. Le taux de scolarisation à l'école primaire est constamment au-dessus des 90%. Un fonctionnaire de l'ONU a indiqué que ce programme suscitait des attentes élevées. Le temps est venu de commencer à voir comment accroître notre richesse et le développement personnel de tout le monde. Nous devons le faire sans laisser personne derrière, le faire sans détruire notre planète. Le PNUAD débute en même temps que ces engagements formels ont été pris et que la Chine incorpore ces engagements dans son 13e plan quinquennal. Nous pensons donc que le PNUAD est particulier. Nous utiliserons le PNUAD comme nouveau point de départ afin de mettre en œuvre l'agenda du gouvernement de 2020 à 2030, de renforcer la coopération avec l'ONU dans tous les aspects et d'apporter notre contribution au développement mondial. Nous sommes reconnaissants du soutien financier et de l'expérience que l'ONU nous a apporté ces dernières années. Le monde de l'économie est à présent terminé. Retrouvons George Tin sur le plateau principal. Merci Jonathan et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.